Parfait. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui et bienvenue à Maison de la Radio. Merci au POG aussi de nous laisser cette opportunité d'organiser ça ensemble. Et aujourd'hui, on va parler d'une app ignorante, une architecture solide, donc la recette magique de Radio France. Donc moi, c'est Nour Al-Islam Saïdi, je suis développeur Android et avec moi, Vincent Guillotot, lead dev KMP. Radio France, c'est quoi? C'est le service public radio français. Donc voilà, il réunit 7 radios complémentaires, donc ouvertes un peu à tout le monde et surtout disponibles sur notre application. Je tiens quand même à les citer. On a France Inter, France Info, France Culture, ici France Musique, FIP, Move. Quelques chiffres par rapport à notre application. Donc on a 2,2 millions en moyenne de visiteurs par mois entre les deux plateformes Android et iOS. On a 2 millions de téléchargements sur Android, 74 millions d'écoutes pour le mois de septembre, 27 millions d'heures d'écoute cumulées, pareil pour le mois de septembre. Et on a publié jusqu'à maintenant 2 millions d'épisodes. Donc pour gérer tout ça, une équipe de 8 développeurs sur la partie Android. Et aujourd'hui, on va vous raconter surtout le secret d'une app qui ne sait rien. Mais laissez-moi d'abord vous raconter un petit peu mes premiers jours chez Radio France. Donc c'était début 2025, donc à la début d'année. Là, j'ouvre le projet, motivé, curieux, voilà, prêt à plonger dans le code. Ma stratégie, vous voyez l'écran, c'est bon? Vous voyez quoi d'abord? Ok, parfait. Donc ma stratégie, c'était classique. Donc voilà, je commence par la couche data. Voilà, je vais jeter un œil sur les endpoints, l'endpoint de la page d'accueil, l'endpoint de la page podcast, épisode. Voilà, bref, les classiques pour une app radio. Du coup, je cherche l'endpoint de la page d'accueil, rien. Podcast, rien. Allez, je cherche aussi épisode, toujours rien. Bon, je dis pas de panique. Je me dis, OK, la couche data peut parfois mentir. Allons voir la couche domain. Et là, je trouve des use cases avec des noms get highlight use case, get layout use case. Donc, alors que je m'attendais à voir des get episode use case, get podcast use case. Voilà, des trucs un peu logiques, mais c'est plus clair. Et là, je vous mens pas, un petit préjugé me traverse l'esprit. Mais il mélange UI et logique métier ou quoi ici? Bon, dernière chance, couche présentation. Et là, c'est sûr, je vais tout comprendre. Donc j'ouvre, grosse déception. Toujours des composants super génériques, layout, highlight, slider, carousel. Voilà, rien de concret. Et c'est quoi cette app ignorante? Bon, vous êtes, non, vous êtes peut-être deviné, mais je ne suis pas resté coincé très longtemps dans cette ignorance. Et je pose la question aux collègues. Et leur réponse, oui, c'est normal. Notre application ne sait rien. Et vous savez quoi? Il avait l'air plutôt fier de me dire ça. Et c'est justement le sujet de notre première section aujourd'hui. Donc pourquoi cette ignorance est devenue notre plus grande force? Parce que oui, on fait de l'ignorance une stratégie. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais on a des mots-clés comme highlight, layout, qui se répètent un peu partout dans la couche data, domain, présentation. Et c'est normal. Parce que notre app parle qu'un seul langage, celui du BFF, et pas celui de la logique métier. D'où vient ce BFF? Comment il fonctionne? Et surtout, pourquoi c'est utile dans une app comme la nôtre, qui offre un simple catalogue? Un peu de contexte, pourquoi on en est arrivé là. Donc, l'idée du BFF, elle remonte à il y a à peu près 2 ans. Donc, l'équipe décide de faire une refonte, voilà, de moderniser un petit peu la stack technique et de repartir sur des bases saines. Et avant ça, on avait déjà une sorte de BFF, mais il n'était pas optimal. Donc, c'était BFF, c'est Backend for Frontend. Enfin, désolé. Et du coup, voilà, il n'était pas optimal. Donc, c'était un petit mélange entre endpoint par écran avec des ressources en plus pour pouvoir un peu afficher les écrans suivants plus rapidement. Et justement, les limites de cette approche nous ont vite rattrapés. Donc, beaucoup de logique métier portée par les apps, beaucoup de code dupliqué pour parfois faire la même chose, des difficultés de mise en prod rapide et efficace, et des incohérences entre iOS et Android. Donc voilà, parce que la logique métier était un peu dupliquée entre les deux. Donc ces difficultés ont été un vrai déclencheur pour nous. Et du coup, pour répondre à ces limites, pour côté front-end, on a eu l'idée de jouer l'ignorance et laisser tout le savoir côté back-end. Pourquoi ce choix était idéal pour nous? Parce qu'on voulait livrer vite, très vite même. On voulait pouvoir rajouter, supprimer, changer un écran sans avoir le besoin de faire une nouvelle release à chaque fois.
Et on voulait aussi que iOS et Android soient synchronisés, toujours. Et pour ça, il fallait que l'app ne sache rien. Ce qui nous a aussi encouragé à aller vers cette approche, c'est le match parfait avec le design system. Donc sur le plan UI, ça matchait parfaitement. Donc on a Jetpack Compose côté Android, on a SwiftUI côté iOS. Les deux se basent sur la composition. Donc voilà, on a des composants atomiques, on les compose pour créer des écrans plus complexes. Du coup, avec notre design system très cadré, très carré, on a eu l'idée de créer les composants UI et de laisser le back-end décider comment on les affiche. Pourquoi c'est un atout pour nous? Parce qu'on a un système carré, cadré, donc ça veut dire des composants prévisibles, réutilisables et surtout combinables. Donc parfait pour un système piloté par le back. Voilà, jusqu'à maintenant, c'est que du narratif. Voyons voir un peu plus concrètement. Donc voilà, ça c'est deux pages de la page d'accueil, notre page d'accueil. Bon, j'ai découpé parce que voilà, elle était un peu très, très longue pour le pouvoir afficher sur un seul slide. Du coup, dans notre langage parlé par tous, une page, c'est juste un layout. Voilà, le layout, c'est un peu le container des composants d'une page. C'est un peu la racine de notre rapport d'affichage. Donc, chaque layout contient un ou plusieurs sections. Ces sections, nous, on les appelle des highlights. Et chaque highlight regroupe des items. Voilà, ces items peuvent prendre différentes formes et s'afficher aussi de plusieurs manières, genre en carrousel, en slider ou une liste verticale. Tout ça, c'est orchestré par le back. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire orchestré par le back? Donc voilà, un petit exemple rapide. Voilà, imaginez que le back nous dit affiche la liste des cartes au format mosaïque sur 2 colonnes. Ben, l'app affiche le format mosaïque avec 2 colonnes sans poser de questions. Sur 3 colonnes, pareil. Donc l'app ne se pose pas de questions, elle affiche. À quoi ressemble ce langage commun dont je vous parle depuis tout à l'heure? Voilà, regardons un petit peu ce JSON. Donc le JSON qu'on reçoit du back, pour tous les écrans, vraiment tous les écrans de notre app, on ressemble à ça. Voilà, bien évidemment, je n'ai pas mis tous les détails parce que ça peut être un peu trop large pour le montrer. Mais en gros, un layout contient un type, un ID, c'est l'ID unique de chaque écran, et une liste de highlights. Rien de plus simple. Donc, chaque highlight a un format qui indique la façon d'affichage. Par exemple, ici, c'est un slider. Mais si les designers ou l'équipe produit trouvent que le mieux, c'est d'afficher en carrousel, bah, le back va juste changer le type de slider à carrousel. Et là, on a l'affichage en carrousel. Donc, nous, encore une fois, on affiche point la ligne. Après, on a le header. Ça contient juste le titre de la section, donc du highlight, et l'objet refresh. À quoi ça sert cet objet refresh? Ben, chaque highlight peut être rafraîchi. Par exemple, la chronique d'une émission est terminée ou quelconque nouveauté arrive. Donc, on vient rafraîchir un peu le contenu de ce highlight sans toucher au reste de l'écran. Juste ce bout-là. Pareil, le highlight, c'est juste un container de plusieurs items qui sont représentés ici par l'objet items. Donc, on a une liste items. Voilà. Zoom un petit peu sur ces fameux items. Donc, voilà, les items, pour nous, c'est juste des cartes. On les appelle d'ailleurs des cartes. Et elles peuvent se présenter sous plusieurs formats. Donc là, par exemple, on a le type card side, mais on peut l'afficher sous d'autres formes. Là, même composant, différentes configurations. Le widget représente le contenu de la carte. Donc on peut avoir du texte, des images, des boutons, combinaison des trois, là pour former une carte. Et tout ça, c'est piloté par le back. Mais si c'est piloté par le back, comment on fait pour la navigation entre les pages? C'est très simple. Donc quand on clique sur un item, le back nous dit quoi faire. Donc il nous envoie une action, par exemple ici l'action de type Open Layout avec un ID. Donc cet ID-là, c'est l'ID unique de chaque écran comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, on utilise cet ID, on fait un appel au même endpoint, donc on a un seul endpoint pour toute l'app. Et hop, on a le nouvel écran avec le nouveau contenu. Donc cette approche, elle nous a vraiment surpris. Genre souvent, après les sessions de design review, vous savez, les sessions où l'équipe design et produit nous présente une nouvelle feature, bah souvent la réaction de l'équipe, c'est parfait, rien à faire de notre côté. Zéro ligne de code, zéro mise à jour, zéro stress. Donc le back change de 3 trucs en fait, sur le JSON, redéploie, et hop, c'est en prod. D'ailleurs, on a un exemple concret. Donc il y a 10 jours ou 2 semaines, on a lancé toute une nouvelle radio qui s'appelle Mon Petit France Inter. Donc c'est une radio avec des podcasts, des épisodes, plein de contenu, plein de pages. Et
zéro ligne de code de notre côté. Donc, on n'a rien fait. Donc voilà, c'est juste le bac qui a annoncé ça. Il a déployé, c'est en prod. Mais ce n'est pas fini. Donc cette approche nous a apporté encore d'autres bénéfices. Donc des bénéfices sur des aspects où auparavant on avait des problèmes d'incohérence. Je parle ici de l'analytics et l'accessibilité. Et je pense que vous avez deviné, c'est encore une fois géré par le bac. Un petit exemple, donc l'action dont je parlais tout à l'heure, celle qui ouvre un layer, donc peut contenir un objet accessibilité. Donc ce dernier indique le label à ajouter sur l'item lorsqu'on clique dessus. Donc ces valeurs d'accessibilité, voilà, qui sont souvent embarquées dans l'app et les devs doivent les manipuler et les maintenir manuellement, ben, notre app, elle les ignore complètement. Pareil pour les analytics. Et là, ça devient un peu plus crucial parce qu'avant, voilà, on avait un événement sur iOS, pas sur Android. Voilà, le résultat, des stats complètement faussés. Et pour nous, voilà, les stats pilotent vraiment le produit, ça devient un vrai problème. Une petite question, est-ce que vous arrivez à voir l'objet Analytics? Je ne sais pas, au fond? Non? Après, voilà, c'est pas grave, c'est même pas important. Parce que même nous, on ne sait pas ce qu'il contient. Parce que là, on reçoit l'objet Analytics, on fait du passe-plat, on passe en fait à notre outil interne qui s'appelle Kirby, et lui dispatche vers d'autres outils comme Amplitude et autres. Donc encore une fois, notre app ignore même qu'on utilise Amplitude. Bon, vous l'avez sûrement deviné, il n'y a pas que des bonnes choses. Il y a quand même certaines limites. Je vais en aborder un rapidement et expliquer un petit peu comment on a remédié. Donc voilà, je suis sûr que vous êtes déjà posé la question que voilà, comment ils font pour les pages, les pages locales. Parce que oui, on a des pages locales, mes téléchargements, mes favoris, les settings, et là, pas de back, pas de réseau. Alors comment on a fait? Donc pour ça, on a voulu quand même garder cette philosophie d'ignorance. Et du coup, on a créé un système de templating qui s'appelle Mustache Template Renderer. Donc le but de ce système, c'est pouvoir utiliser des fichiers JSON en local, les peupler dynamiquement depuis notre couche domaine. Et donc, du coup, ces fichiers ont la même structure, le même but que ce qu'on reçoit du pullback. La même chose. Donc d'ailleurs, notre BFF, donc Backend for Frontend, il s'appelle SAPIC. Et cette partie, on l'a appelée SAPIC local. C'est un vrai clone, quoi. Un petit exemple rapide, même si peut-être ça ne se voit pas vraiment. Donc voilà, donc à gauche, on a le template context builder. À droite, le fichier JSON avec les placeholders moustache. Donc on fait à chaque fois, on a add string, enfin, on a d'autres types, add int, add boolean, plein d'autres types. On injecte une valeur dans le template JSON. Donc add string ID remplace l'ID dans le JSON, et ainsi de suite. Donc le template est peuplé dynamiquement et on obtient exactement la même structure qu'on recevrait du back. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça facilite aussi le fait que certains écrans logiques évoluent et peuvent être poussés côté back-end. Et du coup, notre côté, peu de changements à faire sur ces changements. Voilà, on a vu un peu les forces de cette approche, les bénéfices inattendus comme l'accessibilité, l'analytics, les défis aussi comme la gestion des écrans locaux et nos solutions. Faisons un petit bilan. Ben, l'ignorance est une force, mais quand elle est choisie. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Donc, livraison ultra rapide, une nouvelle page, zéro ligne de code de notre côté, flexibilité maximale au changement, donc le design change après une review, le bac ajuste, nous on dort tranquillement. Cohérence parfaite entre plateformes iOS et Android, donc les deux plateformes reçoivent la même structure, pas de divergence, pas d'incohérence. Analytics accessibilité centralisée, donc plus de duplication, plus d'événements manquants, tout est piloté par le bac. Le BFF, c'est une satisfaction partagée, donc bac, produit, design, mobile, tout le monde y gagne. Mais soyons honnêtes, il y a des limites. Donc une phase d'adaptation pour les devs, surtout pour la partie BFF, mais pas que. Limite back-end, subir parfois les contraintes du back comme les performances, et parfois quelques problèmes de rétrocompatibilité. Ces limites, on les assume parce que les bénéfices dépassent largement les défis. Donc voilà, on a parlé d'une app qui ignore le métier, une app qui ne sait pas ce qu'elle affiche, mais on ne s'est pas arrêté là parce qu'on s'est dit, c'est on allait encore plus loin. Une app ignore même la plateforme sur laquelle elle tourne. Mais ça, c'est Vincent qui va vous expliquer. Merci.
Beaucoup. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler de la culture de l'ignorance qu'on a poussé jusqu'à ignorer la plateforme sur laquelle on s'exécute. Et ça, on l'a réalisé avec KMP. Nour vous a brillamment présenté notre BFF et l'idée qui se cache derrière, c'est de minimiser la connaissance des objets métiers qu'on manipule pour en fait, qu'ils soient plus réutilisables au niveau de nos composants UI. Et ce qui est marrant, c'est que ce principe, il s'applique pareil à côté multiplateforme. On en sait peu sur la plateforme d'exécution. Moins on en sait sur la plateforme d'exécution, plus notre code est réutilisable. Mais en KMP, en fait, il y a une espèce de dual, on va un petit peu plus loin. C'est qu'en même temps, on veut maximiser le code qui est commun et minimiser le code qu'on a à faire dans les implémentations. Plateforme. Que ça ne se reproduise pas. Non, désolé pour ceux qui étaient au fond. Du coup, de toute façon, je racontais pas grand-chose d'intéressant. Donc, le dual, c'est que on veut minimiser l'adhérence à la plateforme. Pour aller sur une plateforme, on veut faire le moins de code possible. Et donc, placer le curseur et trouver le bon équilibre entre maximiser le code commun et minimiser l'interface et en même temps, en fait, faire le moins de code possible. Cet équilibre-là, il est compliqué à trouver. Et heureusement, c'est une habitude qu'on a de manière assez commune avec la Cleanarchy, le domaine, les implémentations des repositories. On veut minimiser le code qu'il y a dans les repositories, mais en même temps, maximiser le code qu'on a dans le domaine, parce que c'est un truc qu'on maîtrise bien, qui est testable et tout. Mais du coup, là, on commence un peu par la fin, donc je vais vous présenter un peu comment KMP est arrivé chez Radio France. Alors, ça, c'était en mai-juin 2023. Certains qui sont ici étaient encore là, et d'ailleurs sont arrivés en retard, merci Amir, aucun respect. Du coup, la direction technique de Radio France décide d'évaluer des technologies multiplateformes. Et donc, il y avait Flutter et KMP en concurrence. Donc, du coup, ils font appel à une grande société de conseil. Donc, il y a 2 experts qui débarquent une journée. Ils échangent avec les équipes. Ils comprennent bien sûr le besoin. En une journée, ça suffit. Et, et donc, ils pondent un rapport de 140 pages à 1 000 € la page. Et en fait, non, ça s'est pas passé du tout comme ça. Moi, je l'ai déjà vu ailleurs, donc on peut que chapeau bas à la direction de Radio France pour pas avoir fait ce choix-là. En fait, ils ont décidé de tester in situ, en conditions réelles. Donc, c'est un peu le loft, 6 semaines, 4 développeurs par plateforme, un scope réduit, mais un scope réduit qui permet de tester vraiment la technologie sur les adhérences à la plateforme. Chez Radio France, on fait de l'audio, donc il fallait qu'il y ait un player audio qui soit fonctionnel. Il y avait aussi des adhérences un peu plus tricky, genre CarPlay, Android Auto. On va pas tergiverser. KMP s'est détaché par rapport à Flutter, surtout vis-à-vis de ces aspects d'adhérence à la plateforme. Et du coup, la direction de Radio France a décidé de refondre l'app Android en KMP. Et l'app iOS en natif. Voilà. Sans lib commune. Donc, du coup, à part Amir encore, qui doit dormir, mais sinon, il devrait avoir tilté qu'il y a un problème. Donc, multiplateforme permet de faire une app iOS et en même temps, on le refait en natif et il n'y a pas de lib commune, il y a un truc qui ne va pas normalement. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit, nous, l'équipe également, je vous rassure. Après, KMP, ça avait l'air cool, on va nous payer pour se former, allons-y. Et quand on prend un peu de recul, en fait, et qu'on essaie d'analyser les listes des raisons possibles, en fait, il y a quand même, le choix qui a été fait n'est pas si bizarre. Tout ça, c'est des hypothèses. Je n'ai pas été vérifié avec les gens qui ont pris la décision. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a tiré une pièce à pile ou face. Pile KMP, face iOS, en natif, et c'est tombé sur la tranche. Mais dans tous les cas, il y a des bons arguments pour le choix qu'ils ont fait. Déjà, à l'époque, donc il y a presque plus de 2 ans, KMP et côté multiplateforme, donc CMP, n'était pas stable sur iOS en tout cas. Un apprentissage annexe du POC, c'est que dès que KMP a été vu comme une option crédible, ce qui n'était pas forcément le cas au début d'époque, il y a eu beaucoup de discussions avec les développeurs iOS, et la vérité, c'est que c'est tout à fait normal. On ferait pareil à leur place. Et du coup, en fait, ça a été révélateur de quelque chose, c'est que
KMP, c'est avant tout un changement d'organisation et que si on allait vers cette architecture-là, il faudrait accompagner l'équipe d'un point de vue humain et à la transition. Du coup, c'était l'un des apprentissages. Et sinon, on a fait 2 retours d'expérience à l'issue du POC et je pense que ça a contribué à la décision et c'est cela que je vais vous présenter. Voilà. Donc là, on parle bien de refondre une app, donc partir de zéro. Je ne vous parle pas de vous avez une app Android. Je ne veux pas que demain vous débarquiez au stand-up en disant bon, on migre, les gars, KMP direct. Non. Là, notre expérience, on partait de zéro. Tout le monde, enfin, je ne sais pas, peut-être que pas tout le monde a fait du KMP ou essayé. En tout cas, il y a un impact assez flagrant, c'est sur la structure des sourcelettes. Franchement, on s'y fait très vite. Donc, on a un common main, un Android main avec les spécificités Android. Il y a un petit peu de Gradle un peu spécifique, mais on s'y fait assez vite. Et c'est ultra structurant pour la pensée. Mais ça, c'est un détail. Et sinon, on a eu certains choix qui nous ont été imposés par le côté multiplateforme, surtout au niveau de nos librairies. Donc, je vais y revenir rapidement. Donc, on ne peut pas utiliser Android X Compose. Il faut utiliser donc JetBrains Compose, la librairie. Elle est légèrement en retard par rapport à la version Android X, de quelques mois en général. Et il y a certaines features qui sont pas présentes, mais on n'a jamais eu, en tout cas, Gauvin est là pour en témoigner, on n'a jamais vraiment eu de bloquant à cet égard. Et en fait, le gap, il est de moins en moins vrai. Les releases JetBrains arrivent de plus en plus rapidement. Ktor, alors celui-là, on a failli pas le mettre parce que, en fait, Ktor, c'est une excellente clip dans l'absolu et que, en fait, l'aspect multiplateforme, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais pour le networking, en fait, on avait besoin d'une librairie multiplateforme. Et pour les tests, on avait 2 bloquants qu'on identifiait. Alors, en vrai, on n'est jamais revenu dessus. Si ça se trouve, un jour, il faudrait vérifier qu'ils existent toujours. Il n'y avait pas de test paramétrique, enfin de libre test paramétrique qui permettent de faire des tests en multiplateforme. Et il n'y avait pas non plus de librairie de mock, en tout cas qu'on jugeait viable et qui correspondait à notre besoin. Pour les tests paramétriques, on est passé sur CodeTest. C'est un énorme framework vraiment très cool. Il y a énormément de choses. Bon, nous, on utilise une toute petite partie, mais qui convient parfaitement à notre usage. Et pour les mocks, en fait, on a juste contourné le problème en se disant, OK, quand on n'a pas besoin de moquer, common test. Et pour le reste, on va dans JVM. De toute façon, le code commun, il est censé être indépendant de la plateforme. Donc, le tester sur la JVM, c'est déjà amplement suffisant. Je vais faire un focus sur une autre librairie qu'on a utilisée, donc Coin. Alors, pourquoi un focus particulier sur Coin? Parce que au-delà de l'aspect, on avait besoin d'une multiplateforme pour faire l'injection. Il s'est révélé être un allié justement dans notre stratégie multiplateforme. Déjà, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui l'utilisent ici. À main levée, les autres sortent de toute façon. Donc, en gros, c'est ultra simple à utiliser, c'est simple et efficace. L'un des aspects, quand on n'utilise pas les annotations et la génération de code, c'est qu'il est très peu présent dans l'app, enfin dans le code. On travaille par injection du constructeur et en fait, tout se fait dans un fichier module séparé. Du coup, nous, on a une approche assez basique, c'est top level d'un module Gradle, on a un module Coin, et du coup, voilà. En fait, en réalité, Coin, c'est un non-sujet parce qu'on n'a jamais de problème lié à Coin. Désolé pour le... Tu vois Pour les aspects résolution runtime, donc, OK, il peut y avoir des problèmes de performance. En réalité, on a eu des problèmes de perf, je pense que tous ici, sauf ceux qui font rien probablement. On a tous des problèmes de perf, mais jamais Coin n'a été un sujet pour nous. Et en ce qui concerne ne pas avoir la dépendance à l'injection et que potentiellement ça crache le runtime parce qu'on ne l'a pas, déjà ça crache le runtime, on s'en rend compte assez vite. Sauf si vous ne testez pas. Auquel cas, vous êtes peut-être dans la même catégorie que ceux qui font rien. Mais sinon, en plus, on peut mettre en place un test unitaire qui vérifie que en fait, les dépendances sont là avant de déployer. Donc, c'est un filet supplémentaire. Et on s'est servi de Coin comme un levier pour le multiplateforme. Alors, pourquoi? Alors, pareil, si vous n'avez jamais fait de multiplateforme, il y a quelque chose qui vous permet d'exécuter, d'avoir un expect dans le code commun.
et une implémentation actuelle dans chacun des source sets dédiés. Et en fait, nous, c'était cool, mais c'est une approche qu'on n'a pas trop utilisée. Pourquoi? Parce que justement, on s'est basé sur quoi? On faisait de l'inversion de dépendance classique. Donc là, ce que vous voyez, donc j'ai pris le fichier qui est dans le projet du player Radio France. Et c'est le renderer, en gros, c'est notre player bas niveau. Il est présent, Amir. Le naming, c'est lui. C'est notre player bas niveau qui permet vraiment de faire les actions du player bas niveau, genre play, pause, machin, et qui va avoir du coup une implémentation pour chacune des plateformes. Exoplayer sur Android et AVPlayer sur iOS. Et en gros, du coup, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec une inversion de dépendance classique? Donc, je définis mon interface de renderer et que ça se combine avec KMP. En fait, c'est très simple. On se sert de Coin. Donc, on a un module renderer qui expecte un renderer plateforme module dans lequel on va avoir les implémentations propres à la plateforme. Tout simplement. Et du coup, en fait, le reste du code est complètement ignorant du fait qu'on est en KMP. Le deuxième point qui avait partie de notre retour d'expérience, c'est que KMP, c'est contraignant. KMP, c'est contraignant, mais c'est également un guide architectural. Donc, il nous pousse à produire du code plus modulaire, plus découpé, et du coup, beaucoup plus réutilisable. On m'entend bien, Nour, c'est bon? Cette réutilisabilité, en fait, ça ouvre automatiquement des portes à de nouveaux supports, et ce, même dans l'écosystème Android. Donc aujourd'hui, l'application Radio France, elle est distribuée sur mobile, automotive Renault, et on ne sait pas ce qu'il y a dans les cartons, mais en tout cas, on est prêt à le recevoir. Ah, pardon, j'ai oublié ma transition. Incroyable. Alors là, vous devez vous dire, c'est cool, ils font du KMP, ça les aide à les structurer, mais bon, une bonne archi Android, on aurait pu faire exactement la même chose en termes de fonctionnel. Et en vrai, c'est vrai, je ne vais pas vous contredire. Et du coup, là, on va plutôt aborder la partie de quelles opportunités nous a offert de passer en KMP. Alors, il y a plusieurs libres dans l'écosystème de l'application Radio France. On en a 3. Donc, il y a le player, Kirby, dont nous a parlé Nour, qui permet de faire des analytics, et une lib de Toolbox, c'est un peu fourre-tout. C'est un projet où on met un peu tout, les petites libs annexes. La lib player, elle a un statut particulier parce qu'elle fait l'audio et que on est chez Radio France. Mais elle a doublement un statut particulier parce qu'elle n'est pas consommée que par l'application Radio France. Donc aujourd'hui, elle est déjà consommée par l'application ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les radios locales, et peut-être qu'ils connaissaient France Bleu jusqu'à décembre dernier, mais ça a changé de nom, et France Info. Donc là, si vous ne connaissez pas France Info. Du coup, bon, dans tout ça, il s'avère qu'à cause d'un choix architectural, le player qui a produit l'équipe iOS Radio France, il est plutôt difficile à intégrer en dehors de l'app Radio France. Écoute, ouais. Du coup, en fait, on s'est proposé de livrer le player KMP à l'équipe ici dans un premier temps, et pourquoi pas France Info plus tard, à l'équipe iOS ici. Donc là, ouais. Alors en fait, on a eu plein de problèmes, mais pas forcément liés à KMP. Le state of the art pour consommer une lib iOS, c'est Swift Package Manager, SPM. Donc là, il faut qu'on référence l'XE Framework qui est produit par la lib KMP dans le package.swift. Mais ce package.swift doit contenir un checksum du zip qui référence. Et du coup, dans le même pipeline, il faut qu'on commit, parce qu'on référence un commit depuis iOS. Enfin bref, ça a été beaucoup d'essais, on a galéré avec la livraison, il fallait... France Info est plutôt hosté par France TV, donc il fallait qu'ils aient également accès au repo sur lesquels on est le zip. Enfin, c'était compliqué. Du coup, beaucoup d'essais et de discussions sur la livraison, beaucoup d'essais sur comment notre app ou notre player KMP peut avoir une dépendance à une lib iOS native, type le cast, par exemple. Donc là, on a fait des essais. C'est interop, c'est génial. On a mis à jour Xcode, c'est interop, ça ne marche plus. Du coup, on a trouvé une solution qui consiste à faire de l'inversion de dépendance classique et à revenir en Swift pour faire juste un wrapper autour de la lib.
Mais bon, ça a été énormément de travail. Enfin, pas tant que ça, en fait. On a galéré à trouver des solutions. Le travail n'est pas si énorme. Et du coup, on a aujourd'hui une lib player KMP qui est livrée via SPM, intégrable sur une app iOS en SwiftUI et qui est quasi iso-fonctionnelle à ce qu'on a côté Android. Et on a hâte d'aller plus loin dans les prochaines étapes, galérer avec les devs ici iOS et résoudre les bugs et, si on peut, aller en prod. Alors, bon, 95% du code, c'est un doigt mouillé. Hein. 95% du code, je pense que c'est même plus, est du code commun entre les deux plateformes. Et après, il y a du code spécifique pour chaque plateforme. Alors, nous, on était censé livrer l'app Android. Donc, notre run, quand on développe une nouvelle feature, s'il y a une adhérence à la plateforme, on fait le dev pour Android, mais pas pour iOS. Donc, du coup, quand on va chercher à tester la feature sur iOS, ça ne va pas marcher. Et c'est là que la COP, donc Community of Practice, superbe anglais, n'est-ce pas? C'est là que la COP entre en jeu. C'est une journée toutes les 2 semaines, donc c'est du temps qui est donné, que Radio France donne aux développeurs. Donc ça concerne tous les devs mobiles. Je crois que ça concerne les designers aussi. Et les devs web aussi. Enfin, tout le monde à la DT, direction technique. Tout le monde à la DT a le bénéfice de ce temps qui lui est offert. Donc on est censé quand même apporter quelque chose à Radio France en recherche et développement. L'equalizer, par exemple. Pardon. Et en gros, les implémentations iOS spécifiques qu'on a eu à faire, on les a fait pendant ce temps-là. Donc c'est du taf qu'on a eu à faire. Et en même temps, à chaque fois, et pour la plupart d'entre nous, hein, on est surpris justement du peu de taf qu'on a à faire pour livrer la feature. Nour, entre autres, oui. Nour, entre autres, cet été, parce qu'en fait, on a un calendrier un peu particulier, nous, on doit livrer des choses en août. Cet été, Nour et d'autres, ils ont travaillé sur une fonctionnalité de playlist qui permet à l'utilisateur de constituer ses playlists. Et en gros, au mois de septembre, on a testé l'app iOS qu'on produit, côté KMP, et ça marchait. Et il était surpris. Pourquoi, on ne sait pas, mais... Et du coup, c'est une petite démo, j'ai changé la vidéo il n'y a pas longtemps. Là, c'est l'app iOS qu'on produit avec le code KMP. Donc, on a un player qui permet de jouer du direct. Globalement, toutes les pages sont implémentées. Hein, vu qu'on n'a qu'un seul layout, il a très bien expliqué nous. Ça permet de faire du direct, ça permet de faire du direct time shifté, ça permet de lire des web radios. Web radio, c'est juste une radio particulière qui émet de l'audio. C'est Move, par exemple, FIP, c'est des radios de musique musicale. Et on peut se connecter également. Bon, bref, il n'y a pas de miracle. Globalement, quand même, on n'a rien fait. Du coup, on en vient à la conclusion. Voilà. Alors, on va conclure sur le double choix et le double pari qu'a fait Radio France avec BFF et KMP. Alors, j'attends la conclusion pour vous dire qu'on n'a rien inventé, en fait. Le principe de connaissance minimale, c'est quelque chose qu'on applique au quotidien dans nos codes. On appelle aussi la loi de Demeter. Et c'est juste une pratique qui permet de s'assurer qu'en injectant le moins de données possible, on puisse réutiliser au maximum le code. Donc, la double ignorance qu'on a choisie, c'est d'ignorer la logique métier avec le BFF et d'ignorer la plateforme d'exécution au maximum avec Kotlin multiplateforme. Bien sûr, il y a des contreparties à tout ça. Il en a déjà un peu parlé, Nour. Le cerveau humain, c'est quelque chose où, quand on prend des habitudes, c'est dur de s'en défaire. Donc, quand on a l'habitude de travailler avec une API classique, travailler en BFF, c'est une petite claque au début. Il faut s'y faire. Et KMP, dans une moindre mesure, c'est également le cas. C'est sûr que si on a toujours fait de l'Android et qu'on débarque sur un projet KMP, ça peut être déstabilisant au début. Et il faut se dire aussi que si on n'avait pas eu la COP, finalement, on n'aurait pas pu développer le produit. C'est un coût en R&D que Radio France s'offre. Ah oui, on devait le faire en COP, il n'y avait pas d'obligation. Si jamais on voulait travailler sur un autre sujet qui apporte également à Radio France, on pouvait. Alors, si vous devez retenir quelque chose avant de partir,
C'est que l'ignorance, c'est souvent un vecteur de flexibilité, l'ignorance choisie. Et que KMP, à condition qu'on ait pu l'amener avec un coût minimal, donc sur une refonte par exemple, c'est un vecteur d'opportunité. Et je vais réinsister sur un point que Nour a cité, c'est que moi je travaille à peu près depuis 2009-2010, et c'est vrai que la collaboration avec le bac, ça peut souvent être chaotique. Et là, c'est quelque chose en fait, du fait qu'on parle le même langage, qu'en fait ils voient directement les impacts dans l'app, on a une collaboration beaucoup plus forte et qui va beaucoup plus loin. Et même, c'est dommage que Jimmy n'ait pas pu rester, qui est le PM, mais c'est quelque chose qu'ils apprécient aussi parce que ça leur permet de livrer des fonctionnalités très rapidement, directement en parlant des bacs. Et donc là, je vais vous retourner la question. Et vous avez un design system, des modèles métiers pour chaque page, des imports Android un peu partout. Oh putain, il y a un Y à la place du T. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Vraiment besoin? Et je profite de l'opportunité qui nous est offerte pour remercier Radio France, les équipes, le RTE, Jess, malgré tout, et les parties prenantes de l'équipe, donc les devs de l'équipe actuelle, passée et peut-être future, si jamais des postes s'ouvraient. Tu veux dire quelque chose? Non, mais merci au POG aussi. Voilà. Les PO et les PO. Merci. Et est-ce que vous avez des... C'est pour nous les questions. Test, ok. C'est Vincent et Nour, c'est ça? C'est ça. En tout cas, enchanté et merci pour la presse, c'était très clair. Déjà, je voulais commencer avec 2 anomalies et 2 questions. La première, c'est que je suis dev iOS. La deuxième, c'est que je suis chez France TV. Voilà. J'avais 2 questions. La première, peut-être pour Nour, du coup, tu parlais que le back-end génère les interfaces. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Est-ce que vous avez des outils de test UI, justement, que vous avez mis en place pour tester, justement, la cohérence des parcours? Et la deuxième question, c'était plus par rapport au fait que apparemment, vous n'avez pas grand-chose à faire. Est-ce que 8 devs Android, c'est pas un peu trop? Voilà. Je peux répondre à la deuxième question? Je te laisse répondre. C'est une petite blague, c'est une petite blague. Ils sont 11 devs iOS. Ok, cool. Après, pour la première question, donc nous, ce qu'on a fait, c'est justement de créer les composants UI. Donc, le design system, il est, comme j'ai dit, très carré, très cadré. Donc, ce qu'on reçoit du back, on parle du même langage, donc ce qu'on reçoit du back, il respecte forcément notre design system. Et du coup, on n'a pas vraiment besoin. En fait, oui, j'ai pas parlé d'un truc parce qu'on a des builders. Donc, si jamais le back nous envoie un truc que nous, on ne connaît pas, on ne l'affiche pas. Donc, comme ça, on s'assure que on est toujours, en fait, on affiche ce qu'on sait et pas ce qu'on ne sait pas. Donc, si jamais demain, il nous envoie une icône que nous, on ne connaît pas, on ne va pas l'afficher. Après, pour tester, bien évidemment, il y a une équipe QA. Donc, qui vont faire le boulot de tester les nouvelles features. Donc, c'est une nouvelle page, par exemple, la nouvelle radio qu'on a lancée. Donc, voilà, c'était testé par l'équipe QA, par nous aussi, bien évidemment. Mais en tout cas, on est sûr que tout ce qu'on reçoit du bac doit être compréhensible par l'app, mais d'un langage un peu d'ignorance. Donc, on a un highlight, on a un layout, on a des items, on les affiche. On ne connaît pas, on n'affiche pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, ça répond. Ok, Ça répond. merci. Et pour la deuxième question, je pense que Vincent a bien répondu. Merci. Merci pour le talk. J'aimerais savoir au niveau de vos archives modulaires, comment est-ce que ça impacte? Je m'imagine qu'il y a un module juste UI avec absolument tous les composants qui sont dedans. Est-ce que chaque fonctionnalité ont leur module ou justement il n'y en a plus besoin du tout, donc il n'y a pas de module fonctionnalité? Je peux répondre, tu peux rebondir si tu veux, Vincent. Oui, justement, donc nous, on voulait éviter ça. Donc d'ailleurs, c'était mes premiers jours à Radio France, je cherchais justement les features modules, tout ça. Donc nous, on n'a pas de feature module.
Donc, si tu vois notre application, on a juste data, domain, présentation. Et là, il y a un module view. Et du coup, on a un seul layout. On a des composants UI qui sont assez génériques. Et eux, ils affichent ce qu'ils reçoivent. Donc, on ne connaît pas si on a une feature, par exemple, podcast, ou on a une feature épisode. Donc, là, on ne sait même pas. Si demain, par exemple, là, je dis ça comme ça, mais si demain, le bac nous envoie des vêtements, on va afficher des vêtements. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'on affiche. On ne sait même pas qu'il y a un épisode. D'ailleurs, on a fait un petit test de chercher épisode sur l'app. On a trouvé parce qu'il y a des pages locales, mais il y en a vraiment peu. Donc, si tu cherches dans notre application épisode, podcast, il n'y en a pas vraiment de use case, par exemple, avec ce nom-là. Voilà. Merci pour la présentation. En fait, moi, si j'ai bien compris, le BFF, il va porter la logique métier. Et du coup, les tests unitaires, est-ce qu'ils sont faits de leur côté? Et sinon, quels sont les tests qui sont faits de votre côté, en fait, dans l'app? Ça, c'est la première question. Ouais. Et j'ai une autre question, en fait. En collaboration avec le BFF, j'ai cru comprendre que, voilà, il faut se mettre d'accord sur la définition du domaine. Est-ce que vous faites du DDD, Domain Driven Design, pour bien découper, pour tacler la complexité au niveau du bac? Voilà. Alors, pour la deuxième, Vas-y. il faudra te poser la question à un dev back. Il y en Ils a sont pas là. Mais non, pas à ma connaissance. Et en ce qui concerne la première, Je peux répondre si tu veux. C'était, si j'ai bien compris, c'était si le BFF gère toute la logique métier, qu'est-ce qu'on fait nous en termes de tests unitaires? Et est-ce que, voilà. en fait, c'est assez simple. Radio France, c'est énormément de contenu, énormément de pages, énormément d'utilisateurs, et on essaie de minimiser les coûts. Donc en fait, quand tu vas aller sur une home, tu arrives sur la home de Radio France, la page principale, c'est la même pour tous nos utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est caché sur les CDN, le coût, il est quasiment nul. On fait un appel pour récupérer les infos de l'utilisateur au démarrage de l'app. Et du coup, en fait, ton métier de l'application, donc il y a le domaine de Radio France avec les règles métiers, je ne sais pas, ils vont dire, bah, on n'a pas, j'invente un truc, hein. On ne pube pas on met pas de pub sur les contenus enfants. Donc là, c'est une règle métier qui sera portée par le bac. Ou alors, je ne sais pas, on cap à 5000 épisodes, on ne fait pas plus. Ça sera porté par le bac. La logique applicative de l'app, ça va être de réconcilier la donnée qui est anonymisée, qui est servie par les CDN, et la donnée de l'utilisateur. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est fait de notre côté chez nous. Et donc, c'est là-dessus qu'on va porter des tests unitaires et tout. Bien sûr, le bac, on a aussi de son côté. Mais du coup, voilà. Il y en a c'est biparti. On garde quand même une forte responsabilité sur la réconciliation de la donnée utilisateur et le contenu. Voilà, c'est ça. Si je peux rebondir juste. Donc, nous, toute la logique métier, voilà, comme disait Vincent, par exemple, combien d'épisodes, des trucs comme ça, nous, on ne le sait pas. Par contre, toute logique liée à l'app, donc elle est traitée de notre côté. Donc, on a une logique, mais pas métier de Radio France, mais on a une logique, par exemple, je ne sais pas moi, si voilà, les highlights, le mapping, tout ça, c'est nous qui gérons ça. Et du coup, on a des tests unitaires pour ça. Il y a la partie user aussi, que celle-là, on est un peu les responsables parce que c'est pas le BFF, donc il y a un autre API. Et du coup, ça, c'est un peu nous aussi qui gérons. Voilà. Si je sais pas, il y a d'autres questions. On en prend une dernière? De toute façon, après, on pourra en poser. Les lumières se coupent à Il y avait 20 heures. personne de ce côté-là qui a posé de questions. Bonjour, merci pour le talk. Je voulais revenir sur la partie cache plutôt, vu que vous êtes sur un BFF et que tout le BFF contrôle l'application. J'ai pas très bien compris comment vous gérez la partie locale s'il n'y a pas de réseau. Est-ce que vous basez sur des JSON pour construire toute l'app et comment ça se passe? Vous téléchargez les JSON en amont? C'est au fur et à mesure? Vous avez une base de données locale? Enfin, je sais pas quelle option vous avez choisi. Pas de base de données locale. En fait, il va y avoir du temps de cache qui est arrivé par. Enfin, quand tu fais un appel, tu as toujours du cache qui t'est donné par les directives HTTP. Donc, de toute façon, tu as le serveur, par exemple, sur les homes, il va nous servir la même home pendant 1 heure. Donc, de toute façon, pendant 1 heure, même si tu perds le réseau, tu vas pouvoir continuer à avoir accès à ta home.
Donc là, c'est pour les pertes de réseau à court terme. Et après, il y a quand même un fonctionnement offline qui est celui des téléchargements. Et donc là, il en a parlé, Nour. On a développé En fait, il y a des solutions sur le marché. On n'a pas développé pour... on l'a pas fait juste pour le plaisir. On a développé un moteur de rendu. Donc, on a des templates qu'on embarque dans l'app. On récupère des données qu'on stocke, OK, dans une base de données, mais uniquement pour les téléchargements. Et en fait, on va venir créer un layout qui est similaire à celui qu'on reçoit du bac à partir de ces données-là, avec le moteur de rendu. Alors, on a fait un moteur de rendu, nous, juste parce qu'on voulait que les JSON qu'on traite continuent à être bien rendus dans Android Studio, ce qui n'est pas le cas de la plupart des moteurs de rendu. En tout cas, disponible en multiplateforme. Donc, pur Java, Kotlin, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, parfait. C'était la dernière question.